Sur la partie mutex, du coup, je vous rappelle le contexte. On a une fonction qui fait que de poster dans la queue de message un tick, la valeur du tick, toutes les 3 secondes. Tous les 3000 ticks, elle fait ça. On a une autre tâche qui est complètement indépendante, qui va juste demander tous les 1000 ticks, avoir accès à l'UART. Ok. Et on a la tâche 2 qui, elle, va lire ce qui se passe dans la queue, enfin, ce qui est reçu dans la queue de message. Si elle reçoit quelque chose, elle affiche la valeur de ce qui a été reçu. Et sinon, en temps normal, elle affiche aussi 2. Ok. Que ce soit pour ma tâche 2 ou ma tâche 3, je protège l'accès à l'UART par une prise de mutex et une libération de mutex. Ok. Ça vous va ça? Ouais. Ok. Petite subtilité à laquelle j'ai pas pensé. Est-ce que vous savez dans quel état se trouve le mutex au moment où vous le créez? C'est pas marqué ça? Donc ça vous dit rien. Ok, donc à vérifier dans la doc, je vais pas le faire parce que ça va prendre un peu de temps, enfin un peu de temps, voilà. Juste que quand vous créez un mutex ou un sémaphore, vérifiez l'état initial. Typiquement le sémaphore, initialement il est censé être pas disponible, parce que c'est une tâche qui est censée en gros passer le jeton, le créer. Par contre pour un mutex, c'est important qu'au départ il soit disponible. Ça veut dire que la première tâche qui viendra prendre le mutex pourra prendre du coup effectivement le mutex, prendre la ressource et après travailler avec. Dans on le fait give dès qu'on le crée. Alors on peut faire give dès qu'on le crée, mais en fait ça sert à rien s'il est déjà prêt. C'est ça que je voulais voir. After creation, il n'y a pas after. Once. Bon, je sais pas où est-ce que c'est. Ça doit être marqué quelque part. Bon, bref. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec ces tâches-là? Donc les tâches, c'est sensiblement les mêmes que vous êtes censé avoir. On va dire qu'on démarre. Donc mon scheduler, il travaille. Ok. Il travaille ici. J'ai juste symbolisé en vert, vous le voyez là, le tick, c'est-à-dire l'intervalle de préemption régulier de l'OS. Mon scheduler, il travaille. Et qu'est-ce qu'on va avoir une fois que mon scheduler il est prêt à démarrer? On a la tâche 1 qui est ready. Ok. On a la tâche 2 qui est ready également. On a la tâche 3 qui est ready également. Et donc, qui s'exécute? La tâche 1 qui est la tâche la plus prioritaire. Elle s'exécute pendant combien de temps? Ma tâche 1, la seule chose qu'elle fait, je vais y arriver, c'est un get tick count et l'envoyer dans la queue de message. Donc le temps de travail est très très faible. C'est-à-dire qu'a priori, je n'atteins pas le tick suivant. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je vais y arriver. Ce qui va se passer, c'est que je vais avoir un appel irrégulier au kernel ici. Ok? Qui est dû à quoi? Qui est dû à un délai demandé par ma fonction tâche 1. Ok? Et donc là, à ce moment-là, qu'est-ce que fait l'ordonnanceur? Il décide de faire tourner une tâche, peu importe laquelle, mais il en fait tourner une. Il a fait tourner jusqu'à quand? Jusqu'au prochain tick, jusqu'au prochain appel au scheduler. Alors qu'est-ce qui se passe? Ma tâche 2, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va faire un premier truc, c'est écrire par l'UART, mais pour écrire dans l'UART, qu'est-ce qu'elle fait? Au préalable, elle fait un mutex take. Ça veut dire que ma tâche, qu'est-ce qu'elle fait ici? À un moment donné, elle prend un mutex. Ok. Et voilà. Et elle commence à travailler sur l'UART. Qu'est-ce que fait mon ordonnanceur au bout d'un tick ici? Mon ordonnanceur, il va préempter la tâche numéro 2. Il va voir est-ce que la tâche numéro 3 elle est prête? Oui. Donc il va la faire exécuter. On est d'accord? Sauf que ma tâche 3, elle va demander assez rapidement l'accès au sémaphore, au mutex, pardon. Le mutex, il n'est pas disponible. Et donc comme il n'est pas disponible, le mutex, qu'est-ce qui se passe pour ma tâche? Elle passe à l'état bloqué. Et on a un appel
effectivement au scheduler qui va se faire ici. Ok. Et donc là, la tâche 2, elle reprend la main. Ok. Jusqu'à quand? Au prochain tick. On est d'accord là-dessus? À ce tick-là, eh ben, il s'avère que ma tâche 2, c'est la seule qui est disponible, la seule qui est ready. Donc, on va continuer, on va continuer, on va continuer. Jusqu'à quand? Jusqu'à libération du mutex. Ok. Mais ce qui se passe, c'est que là, on arrive en plein milieu de 2 ticks. Et ma tâche 2, pardon, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va continuer. Elle va demander à voir ce qu'il y a dans la queue de message. Ok. Donc elle va lire ce qui se trouve dans la queue de message. On va prendre une autre couleur. Dans la queue de message. Et donc, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais la tâche 1, elle a bien posté quelque chose dans la queue de message. Et donc ma tâche 2, elle peut continuer à s'exécuter. Elle continue à s'exécuter jusqu'au prochain tick. En tout cas, jusqu'au prochain appel au scheduler. Là, elle fait un sémaphore take. Est-ce que la ressource est disponible? Oui, parce que la tâche 3 l'a pas prise. Donc, on reprend le mutex. Et c'est reparti pour quelques tours comme ça. Ok. Jusqu'au moment où on va rendre le mutex. Supposons ici. Et jusqu'à quand ma tâche 2 va tourner? Et bien en fait, elle va terminer là par exemple. On va revenir ici. Qu'est-ce qui se passe là? Lecture dans la queue de message. La queue de message, il n'y a pas de données dedans. Donc, je vais faire plutôt ça. Il n'y a rien dedans. Donc ma tâche 2 passe à l'état bloqué. Ok. On appelle l'ordonnanceur, du coup, puisque ma tâche elle est bloquée. Je vais mettre ça là. Ma tâche, mon ordonnanceur, il voit que le mutex est disponible pour ma tâche numéro 3 maintenant. Donc il va donner le mutex à ma tâche numéro 3. Et ma tâche numéro 3 devient ready et même running directement. Ok. Il va se faire préempter plusieurs fois aussi, parce que le temps d'envoyer les 3 sur l'UART, ça prend du temps. Mais il s'avère que c'est la seule tâche qui est disponible. La seule tâche qui est ready, donc elle va tourner pendant un petit moment, jusqu'à par exemple ce tick là. Voilà, jusqu'à non, pardon, faire un vtask delay. Toc. On va avoir un appel à l'ordonnanceur, à peu près ici. Ok. Ça vous va ça? On va dire qu'on a 1000 ticks plus loin, qu'est-ce qui se passe? On a la tâche 2, la tâche 3 pardon, qui va se réveiller. Parce que ça fait 1000 ticks. Et donc elle va tourner, comme ça encore une fois, et puis encore une fois, parce qu'on a vu que la tâche 3 est tournée toutes les... Enfin, elle avait un délai 1000. Donc tous les 1000 ticks, elle va tourner comme ça. On est d'accord sur le principe? Ok. Et à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir la tâche numéro 1 qui va aussi sortir de son coma après 3000 ticks. Donc effectivement, ce qui serait pas mal, ce serait qu'on mette un truc comme ça. Et donc ma tâche 1, elle se réveille. Elle peut s'exécuter. Pendant son exécution, qu'est-ce qu'elle fait? Son exécution qui est très courte, encore une fois. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle libère... Enfin, elle poste quelque chose dans la queue de message. Ce qui fait que ma tâche 2 devient ready. Et pourra être exécutée au prochain réordonnancement. Ok. Alors là, on est sur un graphique qui est un peu complexe, hein, parce qu'on a plusieurs éléments qui viennent en compte. On a du délai, on a la prise de mutex, la prise de sémaphore. Ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez, vous soyez précis sur qui prend quel outil à quel moment. Okay, et qui libère et dans quel état sont toutes les tâches. Donc ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple, mais c'est ce que je vous demande quand même. Voilà, arriver à être lisible sur toutes ces parties-là. Okay. Alors pour vous aider, vous pouvez déjà mettre par défaut le tick, d'accord, qui va être la préemption, on va dire, normale, régulière, et vous avez les appels explicites au scheduler qui se font lorsqu'une tâche passe à l'état bloqué, parce que soit elle rentre en délai,
soit elle est en attente d'une ressource, à savoir quelque chose dans la queue de message ou quelque chose dans un mutex ou un sémaphore, quelque chose comme ça. Ok? Donc la partie, là, le début du schéma est plutôt bien fait, on va dire. Je vous avoue que j'ai un peu expédié la partie finale, parce que j'ai pas envie que ça traîne en longueur non plus pour vous. Mais voilà, essayez d'appliquer la même rigueur que ce que j'ai fait au tout départ ici, pour la suite, quoi. Ça vous va? Avez-vous des questions? Non? Ok, et ben je m'arrête là.